Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed El Menjra, spécialiste en transformation rapide. Comment se reconstruire après un échec financier, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Dans la vie, on tombe 1000 fois avant de savoir marcher. L'échec n'est pas assez valorisé dans notre vie. Du coup, quand on vit un échec financier, il y a un énorme écart entre notre vision du monde et les événements qu'on est en train de vivre. On peut facilement tomber dans un traumatisme ou une dépression. Bonjour, Monsieur Mohamed El Menjra. Bonjour Manel, comment vas-tu? Très très bien. Et vous? Ça va, ça va. Réveil un peu dur, mais ça va. J'ai vu ça. Je vous ai même tagué sur ma story Instagram. J'ai dit que Monsieur Mohamed El Menjra a besoin de sommeil aujourd'hui. Ouais, parce qu'il faut expliquer aux gens qu'il y a 2 heures de décalage entre nous, donc oui. Voilà, c'est pas évident. Exactement. C'est pas évident, mais je vous remercie déjà, Monsieur Mohamed El Menjra. Toujours un bonheur, toujours Merci un bonheur. Beaucoup, c'est très gentil. Je vois que vous avez un peu perdu votre bronzage. Exactement. Il y a encore temps. Après 2 mois, ça y est, il est parti. Alors, ce sujet, Monsieur Mohamed El Menjra, comment se reconstruire après un échec financier, c'est vous qui me l'avez proposé. La première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi vous m'avez proposé ce sujet? Parce qu'aujourd'hui, on voit autour de nous beaucoup de gens qui passent par des moments très difficiles, des gens qui ont des petits commerces, des gens qui sont dans la restauration, dans les loisirs. Ils voient leur activité qui est arrêtée pendant de longues durées. Et tristement, même s'il y a des aides des différents États et des différents pays, on assiste à énormément d'échecs financiers, de projets qui, comme on dit, se cassent. Et ça fait très mal. Donc c'est important d'envoyer des mots d'encouragement, de dire aux gens qu'il faut s'accrocher. C'est quelque chose qui est très, très difficile à vivre. C'est un sujet d'actualité, on va dire, mais aussi, vous avez vécu aussi des échecs financiers. Vous avez déjà parlé de ça dans cette émission, Monsieur Mohamed El Menjra. Absolument, absolument. Il y a quelques années, j'avais démarré un restaurant qui n'avait pas marché. J'ai 2 ou 3 projets que j'ai faits qui ont été de grands échecs. J'en ai d'autres qui ont réussi. On ne peut pas vivre une vie et entreprendre sans qu'on ait des échecs financiers. Et on verra dans l'émission, beaucoup de personnes que l'on a vu réussir plus tard sont d'abord passées par la case échec financier. Magnifique. En annonçant cette émission, Monsieur Mohamed El Menjra, j'ai dit échec et traumatisme. Est-ce quand il y a échec, il y a forcément un traumatisme? Il y a traumatisme si la réponse émotionnelle est très importante. Parce qu'un traumatisme, c'est une réponse émotionnelle à un choc ou un événement, quelque chose de terrible, quelque chose de tragique qui nous est arrivé. Donc quand on perçoit cet échec financier comme la fin du monde, comme quelque chose de catastrophique, effectivement, la conséquence peut être une forme de traumatisme sur le plan émotionnel. Et donc, chacun de nous, Monsieur Mohamed El Menjra, a une vision ou un plan de vie. Donc, plus il y a un écart entre notre vision du monde ou notre plan de vie et ce qu'on vit actuellement, plus il y a un risque de traumatisme. Oui, quand on ne veut pas comprendre et accepter qu'aujourd'hui, il faut être à l'aise dans le changement, il faut que votre zone de confort soit l'univers, c'est-à-dire où que l'on vous mette, où que vous soyez, vous trouverez toujours des solutions pour vous en sortir. Quand on est à l'aise comme ça, on arrive à vivre pleinement. Quand on a une vie trop rigide, trop cadrée et on veut absolument pas sortir de ce cadre, dès qu'il y a le moindre changement, on souffre. Et aujourd'hui, avec la situation de la pandémie, on réalise que tout ce qui était acquis, tout ce qui était considéré comme notre quotidien a changé. Donc cette capacité de faire face au changement est quelque chose d'essentiel pour éviter ce genre de traumatisme. D'accord. La question que je me pose, Monsieur Mohamed El Menjra, pourquoi certaines personnes le vivent mal plus que d'autres? Je parle de l'échec financier. C'est une question de perception. Quand on comprend qu'on n'est pas ses problèmes et qu'on n'est pas nos échecs, qu'on est beaucoup plus que cela, nous sommes des êtres qui ont des forces, des capacités, des résiliences extraordinaires, on arrive à surmonter. Et on vit souvent mal nos échecs financiers quand on ramène nos échecs à notre estime de soi. On dit « je n'ai pas réussi, je suis quelqu'un de pas bien », « j'ai réussi, je suis quelqu'un de bien ».
alors qu'il ne faut jamais faire cela. Vos échecs financiers sont des périodes momentanées dans votre vie, sont des choses qui sont tragiques, qui sont douloureuses, qui font mal, mais ne jamais ramener un échec à sa personne. Et est-ce que c'est aussi dû au fait qu'on n'a jamais... Il y a certaines personnes qui n'ont pas vécu des échecs dans leur vie. Donc si j'ai pas vécu d'échecs dans ma vie, je risque plus de tomber dans un traumatisme ou une dépression s'il y a échec financier? Si c'est la première fois, ça fait plus mal, absolument. Il faut se dire que ça fait partie de la vie. On n'a pas appris à se relever, en fait. On n'a pas appris à se relever. C'est pour ça que avec les enfants, il faut apprendre aux enfants. Pourquoi je parle d'enfants? Parce que quand on développe chez l'enfant la résilience, il arrive à s'en sortir. Quand vous éduquez vos enfants, assurez-vous que très tôt dans leur vie, ils connaissent un échec et très tôt dans leur vie, ils connaissent une belle réussite. Un échec, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu faire partie d'un club, ils n'ont pas intégré une équipe de foot. Quand l'enfant grandit en étant à l'aise avec l'échec, en ayant même des petits échecs dans sa vie, ça déstigmatise cette idée que l'échec est la fin du monde et la plus grande catastrophe qui puisse arriver. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, vous me corrigez, M. Mohamed Menjra, on le voit aussi chez les enfants. Des fois, il y a des enfants qui ont le plus du mal à accepter l'échec. Par exemple, quand on est en train de jouer, ils s'effondrent, ils pleurent s'ils sont deuxième ou dernier du jeu. C'est très mauvais, c'est très mauvais. On ne peut pas. Certains parents font l'erreur de vouloir inculquer à leurs enfants cette rage de réussir sans les mettre à l'aise par rapport à l'échec. Si quand il échoue, il faut lui dire c'est pas grave, relève-toi, c'est pas la fin du monde, tu peux t'en sortir, tu ne peux pas gagner chaque fois. Et on développe chez l'enfant cette résilience progressivement. Comme ça, quand il devient adulte et qu'un jour il est confronté à quelque chose de beaucoup plus sérieux, en l'occurrence un échec financier, il sera beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus préparé. Monsieur Mohamed Menjra, en préparant cette émission, j'ai lu un article qui faisait le lien entre l'échec financier et le divorce ou la séparation amoureuse. C'est-à-dire que dans les deux cas, il faut un deuil. Pour moi, la pire des situations, on va dire la chose qui provoque le plus du mal ou alors un vrai chagrin, c'est le chagrin d'amour. Est-ce qu'on peut comparer un échec financier à un échec amoureux? Ça fait très mal. Ce sont des choses qui font très très mal. Un échec financier peut vous mettre dans la situation où vous n'arrivez pas à faire face à votre quotidien. C'est une pression énorme. On commence à se soucier du basique, on commence à se soucier du qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va payer les factures, la scolarité des enfants. C'est très très dur, ça fait très mal. Et bien sûr, c'est une perte. On peut considérer que l'échec financier, c'est une perte de sa liberté, c'est une perte d'un style de vie, c'est une perte d'une façon de faire. Comme un échec amoureux, on perd quelqu'un avec qui on partageait beaucoup. Donc c'est cette perte qui est très difficile parce qu'on doit se réadapter, on doit se reconstruire et c'est dur, ça fait très mal. Vous parlez de perte, Monsieur Mohamed Menjra. La perte est forcément peut-être liée aussi à la blessure du rejet. Si on a cette blessure du rejet, on risque de mal vivre plus que quelqu'un d'autre un échec financier. Absolument. On se dit souvent, si j'ai échoué, tout le monde va se moquer de moi, je ne vais plus être aussi invité par les autres, les gens vont moins me demander mon avis, on va moins prendre en compte ce que je fais parce qu'on va me dire de toute façon, toi tu as échoué. On a cette idée en tête et effectivement, il y a aussi une partie de peur de rejet des autres. Et on sait que l'humain, le plus important pour lui, c'est ce besoin d'être accepté et d'être apprécié par les autres. Magnifique. Selon vous, Monsieur Mohamed Menjra, pourquoi on a tant du mal à parler d'échecs, aussi d'argent? Parce qu'on se dit que quand on parle de l'échec, on le ramène à notre personne. On se dit si on a échoué, on n'est pas une personne bien. L'argent, on le dit toujours, les gens n'aiment pas en parler parce que c'est très personnel. Encore une fois, ça ramène à cette capacité de pouvoir faire face à la vie dans un couple, par exemple. Quand l'argent est là, quand l'argent roule, il y a beaucoup moins de disputes, il y a beaucoup moins de sujets problématiques. Mais dès que l'argent commence à se faire rare, on commence à faire il y a une pression qui s'installe et qu'on le veuille ou non, il y a cet effet de la comparaison. Vous allez avoir la femme qui va se comparer aux autres, vous allez avoir le mari qui va se comparer aux autres. Et ça, c'est cette comparaison qui fait très mal. Pourquoi on n'est pas comme les autres? Pourquoi on n'a pas l'argent comme les autres? Pourquoi ce problème ne nous arrive qu'à nous?
Et ça, c'est quelque chose qui met encore plus de pression dans un couple. Magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Menjra. Je rappelle à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Monsieur Mohamed Menjra, en préparant cette émission, j'ai été voir et lire dans les forums. Les anxiolytiques reviennent à chaque fois comme conseil entre les intervenants dans les forums. Le réflexe d'aller prendre des anxiolytiques en cas d'échec financier, d'un licenciement, qu'est-ce que vous en pensez ? La phrase que j'adore te dire, c'est du n'importe quoi. Parce qu'aucune pilule ne va vous aider. Aucun médicament ne va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est de changer votre mindset, c'est de changer votre mental, c'est de changer votre approche, c'est de vous reconstruire et aller de l'avant. Donc, le médicament va vous permettre momentanément d'oublier, et toute autre substance, parce qu'il y a aussi beaucoup de substances illégales et illicites que les gens prennent pour oublier cette douleur. La douleur, il faut y faire face. Il faut y faire face en vous disant que ce n'est pas la fin du monde et qu'il faut trouver des solutions pour aller de l'avant. Donc une approche médicamenteuse dans ce cas-là ne fait que retarder la solution et donc fait durer la douleur. C'est la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, elle est de courte durée. La souffrance, c'est quelque chose qui perdure. Le plus tôt on arrive à tourner la page, le moins on souffre. Et malheureusement, les médicaments vont faire durer cette douleur qui va se transformer en souffrance. La question que je me pose, Monsieur Mohamed Menjra, ces anxiolytiques, qu'est-ce qu'ils rapportent à ces personnes-là sur le champ? Ils les calment Ils vous engourdissent. Ah. C'est une sorte de coma, c'est une sorte de... en quelque sorte, on débranche la prise émotionnelle et vous réfléchissez moins, vous êtes une sorte de légume. Et donc, dans cet état-là, bien sûr que vous n'allez pas penser au problème. Ce n'est pas ça la solution. Certains autres médicaments peuvent booster votre hormone de l'humeur, mais tout ça, ce sont des choses artificielles. Marcher, faire du sport, bien manger, bien s'entourer, ça va vous aider. Mais cette idée de croire qu'aujourd'hui, en notre temps, quand on a un problème, on va prendre une pilule et soudainement, nos problèmes vont disparaître, pas du tout, et très mauvaise approche. Sans oublier les effets néfastes que ça fait aux neurones, les cellules du cerveau. Magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Menjra. Alors, on a déjà parlé de ce danger-là, le danger peut-être de devenir accro aux anxiolytiques et aux antidépresseurs. Je vais y arriver. Et le danger de ne pas se prendre en main, Monsieur Mohamed Menjra. Le danger, c'est s'isoler, c'est ne pas pouvoir rebondir et repartir, c'est de ne pas comprendre qu'un échec, c'est temporaire, et ne pas se prendre en main, c'est faire de cet échec quelque chose de permanent. C'est une sorte de descente aux enfers, Monsieur Mohamed Menjra. Dans les forums aussi, j'ai lu une perte de voix. Elle a perdu 25 kilos après un licenciement. Oui. Encore une fois, ce qui est important, c'est pas ce qui arrive, c'est comment on perçoit ce qui nous est arrivé. C'est un travail sur soi. J'ai vu des cas où la meilleure chose qui soit arrivée à une personne, c'est d'être renvoyé de son travail ou de perdre un projet que la personne avait démarré parce que ce qui venait après est encore meilleur. Et c'est ça ce qu'on doit se dire. Ce qui va venir après est encore meilleur. On peut carrément avoir des douleurs à cause d'un trauma, Monsieur Mohamed Menjra? Bien sûr, le corps somatise, c'est-à-dire que le langage du corps, c'est les émotions. Une émotion qui est très forte va se manifester au niveau du corps. Moi, quand je fais mes accompagnements, quand je soigne la dépression, l'anxiété et toutes ces problématiques, j'ai un questionnaire par rapport au corps. Est-ce que vous avez des douleurs dans le ventre? Est-ce que vous avez des taches sur la peau? Est-ce que vous avez une perte de cheveux excessive? Est-ce que vous avez des douleurs dans le bas du dos? Par exemple, chez le cas de la femme, est-ce que vos règles sont bien ciblées, cadrées? Le corps, il réagit. Vous faites subir à votre corps un choc émotionnel, le corps ne peut pas ne pas réagir. Et c'est pour ça que c'est très, très important de faire attention à cela, parce que la conséquence, elle n'est pas au niveau de ce que vous pensez. La conséquence qui est très grave, elle est au niveau du corps. C'est pour cela que l'on constate aujourd'hui que les cancers qui sont en plus forte progression sont les cancers du côlon, de l'estomac et de tout l'appareil digestif. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de l'appareil digestif et du ventre que les émotions sont stockées.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Mohamed Mnal. Je vais prendre un SMS, on va dire il est un peu hors sujet, mais puisqu'on parle de trauma, si vous voulez aussi répondre à cette auditrice ou auditeur, je ne sais pas. Donc, bonjour Manel et bonjour Monsieur Mohamed El-Menjra. Donc, il ou elle a perdu ses deux parents. Que puis-je faire pour supporter leur absence? Se dire qu'ils ne sont pas absents, qu'ils sont toujours dans ton cœur. Ils sont peut-être pas là physiquement avec toi, mais ils sont là mentalement avec toi. Ne jamais perdre de vue les bons moments que tu as eu ensemble, que vous avez vus ensemble, les moments que vous avez partagés. Et c'est ce que je me dis. Moi, j'ai perdu mon père très tôt. Et je me dis toujours qu'il est toujours avec moi dans mon cœur. Il n'est pas là physiquement, mais il est là dans mon cœur. Excusez-moi si ce n'est pas indiscret, Monsieur Mohamed Mnal, vous avez perdu votre papa à quel âge? 18 ans. C'est très jeune. C'est très dur et quand vos amis sont en train de passer le bac et vous êtes en train de faire face au décès de votre père, c'est quelque chose qui est très dur. Mais ça m'a permis de devenir meilleur parce que je me disais toujours qu'est-ce que je dois faire et comment je dois me comporter pour que mon père soit fier de moi. Et c'est ce désir de vouloir s'améliorer, c'est un moteur. C'est tragique, on n'a pas envie de perdre les gens qui nous sont chers, mais on doit faire face parce que ça fait partie de la vie. Voilà. Ben, le deuil aussi, ça passe par l'acceptation, Monsieur Mohamed El-Menjra. Bien sûr, l'acceptation de ne pas se victimiser, l'acceptation pour pouvoir tourner de la page, pour aller de l'avant. Il y a une période où justement, quand on a ce deuil, on réfléchit, on fait une introspection, on prend du temps, on se donne un petit peu le temps de tourner la page, mais il faut rapidement tourner la page. C'est exactement comme un échec financier. Vous avez subi un choc, vous vous retrouvez dans la situation où vous n'arrivez pas à contrôler les finances, vous pensez que c'est la fin du monde, c'est très difficile, c'est très douloureux. Maintenant, il y a un moment où on doit dire, ça y est, on arrête, on a assez pleuré, on s'est assez lamenté, il est temps de passer à autre chose. Alors, aussi, la question que je me pose, on a assez pleuré, c'est bon, on passe à autre chose, mais il y a aussi d'autres psychologues et psychothérapeutes qui vont vous dire, pleurez tant que vous avez envie de pleurer, évacuez tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Du coup, on ne sait pas quoi faire, Monsieur Mohamed Mnal. Est-ce qu'il faut pleurer tant qu'on a envie de pleurer ou arrêter de pleurer et passer à autre chose? Et encore une fois, il faut que ça soit inscrit dans le temps. On ne peut pas pleurer à vie sur un projet. On doit apprendre à tourner la page. Quelqu'un qui a été renvoyé de son travail, je comprends que pendant 2 ou 3 semaines, il passe par des moments difficiles, il se sent pas bien, il s'isole, il veut voir personne. Ça, c'est compréhensible. Mais très vite, au bout de 2-3 semaines, il faut dire ça y est, on arrête et on passe à autre chose. Le problème au niveau de faire son deuil, c'est la durée du deuil. Si la durée du deuil est de quelques semaines, c'est une bonne chose, c'est une chose qui est saine pour l'être humain, parce qu'il doit évacuer cette douleur. Mais quand cette douleur reste sur des mois, c'est là qu'il y a un problème. Qu'est-ce que c'est pour vous quelques semaines, Monsieur Mohamed El-Menjra? Ça peut être 4, ça peut être 10, ça peut être 20? Moi, je dirais 1, maximum 2 mois. Maximum 2 mois, d'accord. Merci beaucoup. Donc, elle dit merci beaucoup, Monsieur Mohamed El-Menjra. C'était Saïda. Très belle journée, Saïda. Monsieur Mohamed El-Menjra, encore beaucoup de questions, mais si vous permettez, je vais devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed El-Menjra, spécialiste en transformation rapide. Se reconstruire après un échec financier, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Rebonjour Monsieur Mohamed El-Menjra. Bonjour Manel. Alors, j'ai reçu un long message sur Instagram, j'ai essayé de faire un petit résumé pendant la pause. Il me demande de ne pas citer son nom. Alors, c'est un auditeur qui a été licencié, donc il dit j'ai perdu mon travail, source de revenus. Aussi, sa femme l'a quitté à cause de cela parce qu'il a vécu une longue période de chômage. Il dit 1 an, que dois-je faire? Alors, un conjoint, une femme qui nous quitte parce qu'on n'a plus de source de finances, Monsieur Mohamed El-Menjra, qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un qui vous quitte parce que vous n'avez plus d'argent, bon débarras.
quelqu'un qui vous quitte parce que vous... Alors, ici aussi, il dit ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Donc, quelqu'un qui nous quitte parce qu'on n'a plus d'argent, je peux comprendre. Mais je ne sais pas s'il a fait assez d'efforts pour retrouver un travail. On peut aussi quitter quelqu'un parce qu'il ne fait pas assez d'efforts aussi pour retrouver un travail. Je ne suis pas en train de parler de cet auditeur. Je m'excuse auprès de cet auditeur. Je ne parle pas de lui. Mais voir quelqu'un ne rien faire pour s'en sortir peut nous pousser aussi à le quitter. Ça peut nous pousser, mais quand je dis qu'il faut s'accrocher, c'est là, parce que il faut comprendre quelque chose, surtout pour l'homme, ne pas avoir son travail, ça touche sa virilité, ça touche sa fierté, ça touche son ego, et c'est très, 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 très dur. Il y en a qui arrivent à s'en sortir facilement. Moi, j'ai pas mal d'amis qui sont passés par des moments très difficiles, des échecs financiers. Il y en a qui n'ont pas réussi à se relever. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement difficile, surtout pour un homme. Donc, quand vous êtes dans un couple et que vous avez votre conjoint qui passe par un moment difficile comme ça, il faut s'accrocher, il faut l'encourager, il faut l'aider. Il ne faut pas baisser les bras. Et je ne suis pas en train de dire que de prendre position pour l'un ou pour l'autre, mais je peux vous dire que c'est excessivement difficile. Et cet échec, le conjoint, à sa place, il a cette nécessité qu'on lui donne un coup de main. Il doit être là pour apporter un coup de main et ne pas dire « si tu ne veux pas te reprendre en main, je pars ». Je trouve que c'est trop réducteur. C'est pas une bonne approche. D'accord, réaction. Effectivement, il dit « je n'ai pas cherché du travail pendant 1 an parce que j'étais en dépression ». Peut-être c'est une façon pour elle de le secouer. Secouer, peut-être, oui, secouer, de lui dire tu as intérêt à faire quelque chose, il faut que tu bouges. Mais il faut, quand on a quelqu'un, il faut croire en la personne. Notre vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des périodes qui sont très difficiles, il y a des périodes qui sont douloureuses. Perte d'emploi, projet qui a foiré. Et les finances sont toujours quelque chose qui exacerbe le couple. Parce que le quotidien est remis en question, les besoins vitaux sont remis en question, la nourriture est remise en question, payer ses factures est remis en question. C'est pour ça que c'est un échec financier est très très difficile et met une pression impressionnante sur le couple. Il faut s'accrocher, c'est pas évident, mais quand on est deux, ben c'est à deux. Quand on dit pour le meilleur et pour le pire, ben là c'est pour le pire. D'accord, votre façon, Monsieur Mohamed Menjad, de secouer quelqu'un qui ne fait rien pour s'en sortir. Il faut lui donner envie de le faire. D'accord. C'est notre rôle de donner envie à l'autre de s'en sortir. Il faut lui donner envie, il faut le croire en lui. Et le plus important, c'est de lui montrer que vous continuez à croire en cette personne, même si cette personne a des moments difficiles. Il faut lui faire comprendre qu'il n'est pas et qu'il ne sera jamais et qu'il n'a jamais été un échec. Il faut lui faire comprendre que c'est tout simplement une personne qui a connu un échec. Parce que quand on est en bas de l'échelle, quand on est dans le gouffre, on croit qu'on est devenu un échec, qu'on ne mérite pas de vivre, qu'on est très mal, qu'on est une erreur, on commence à se donner tous les adjectifs qu'on peut imaginer, mais c'est justement le rôle de l'autre personne qui, si elle vous aime, de remonter votre confiance en vous, de remonter votre estime de vous. Et c'est en remontant cette estime et cette confiance que la personne va avoir envie d'aller chercher du travail et de se reprendre en main. Magnifique. Donc, et quand arrêter d'aider l'autre ? Alors, Monsieur Mohamed. C'est très difficile à répondre. Très difficile à répondre. Moi, je dis accrochez-vous à l'autre, c'est tout. Quand on aime quelqu'un, on s'accroche. Quand on aime Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a une différence entre quelqu'un qui vous fait du mal et vous vous accrochez à la relation. D'accord. Quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un qui n'est pas fidèle, quelqu'un qui n'est pas gentil avec vous, quelqu'un qui ne prend pas en compte vos besoins, et quelqu'un qui a subi un traumatisme financier. Ça, c'est complètement différent. C'est pour ça que moi je dis quelqu'un qui a subi un traumatisme financier, on doit être là avec la personne et on doit s'accrocher coûte que coûte. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais. Voilà, j'ai ma réponse. Alors, Monsieur Mohamed Menjra, dois-je me préparer à l'éventualité d'un échec quand je mets en place un projet ? Il y a aussi des coachs qui disent, quand on parle par exemple d'un projet, on est coaché par quelqu'un ou suivi par quelqu'un, l'échec n'existe pas, tu n'as qu'une seule solution, c'est réussir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Se mettre dans cet état d'esprit-là, se dire l'échec n'existe pas, je fonce, je vais absolument réussir. Alors je rajouterai une phrase à ça. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je suis une personne extraordinaire. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je trouverai une solution.
Ah, donc je me prépare quand même à une éventualité d'un échec, peut-être. Je vais Oui, échouer. je me prépare en me disant que je vais finir par réussir. Ça va être ce projet ou un autre projet. C'est plus on a cette certitude que l'on va réussir, mieux on peut réussir dans la vie. Mais avoir la certitude que l'on va réussir, ça s'accompagne aussi par la certitude qu'on s'adaptera, que l'on trouvera des solutions, que c'est peut-être pas ce projet, que ça sera peut-être un autre projet. Et c'est cette certitude que l'on va finir par réussir qui nous permettra de surmonter les échecs quand c'est des échecs momentanés. Merci beaucoup. Je rappelle à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Je m'excuse, je ne peux pas lire tous vos messages sur Instagram parce qu'ils sont trop longs. Si vous voulez m'écrire 3 ou 4 lignes, l'essentiel, s'il vous plaît, pour que je puisse les lire. Monsieur Mohamed Menjra, je vais vous poser une question par rapport à votre expérience personnelle. Vous, Monsieur Mohamed Menjra, est-ce que vous étiez préparé à l'échec quand vous l'avez vécu dans le passé? On est préparé, mais quand on ne l'a pas vécu, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de choses dans la vie, c'est très facile la théorie. Ah, il faut se battre, il faut s'accrocher. Mais quand vous avez un échec financier, ça fait très mal. Et ce qui se passe aussi des fois, c'est que l'échec financier est accompagné d'autres problèmes que vous avez dans votre vie. C'est un peu ce qu'on appelle la loi des séries. Des fois, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous vous sentez accablé. Ça peut être un problème avec les enfants, avec le conjoint, avec la famille, les amis, problème au travail. Et des fois, on peut avoir des périodes où on a beaucoup de choses. On se sent accablé, on se sent perdu. Mais il faut s'accrocher. Moi, je vous dis, s'il vous plaît, ne perdez jamais espoir en vous-même, ne perdez jamais espoir en votre capacité à rebondir et faire des choses exceptionnelles. Parce qu'on est des gens exceptionnels. Et moi, je vais donner un exemple dans le livre que j'avais écrit, j'avais interviewé un ancien prisonnier politique marocain qui avait fait 17 ans de prison dans un bagne, pas dans une prison, c'est-à-dire un bagne quelque part isolé, dans les conditions les plus atroces que vous pouvez imaginer. C'était dans les années 70 au Maroc. Et quand j'avais demandé à cette personne, comment tu as fait pour survivre 17 ans, il m'a dit, moi je sais quelque chose que vous ne savez pas. Moi je sais que l'être humain a une résilience et une force extraordinaire et que chaque fois que l'on descend à un niveau de désespoir et que chaque fois que l'on croit que c'est la fin du monde, on trouve une énergie à l'intérieur, on trouve une force et on arrive à rebondir. On trouve une énergie à l'intérieur. Donc, l'énergie se trouve à l'intérieur de nous et non pas, les solutions ne se trouvent pas chez les autres. En fait, la question que je me pose aussi, M. Mohamed Menjra, quand il y a échec, il y a deux solutions. Il y a deux façons de voir les choses. Soit je vais aller chercher des raisons externes, c'est-à-dire que c'est la faute des autres, la faute de telle et telle personne, des circonstances, de la pluie et du beau temps. Là, peut-être émotionnellement, je vais mieux le vivre. Ou alors aller chercher des raisons internes. C'est à cause de moi. Là, le risque est de me culpabiliser. Mais l'avantage, c'est que je peux facilement trouver des solutions parce que je sais que c'est à l'intérieur de moi que ça se passe. Où aller chercher les raisons, M. Mohamed Menjra, à l'extérieur ou à l'intérieur? Il ne faut pas aller chercher les raisons, il faut aller chercher les leçons. Qu'est-ce que j'ai appris de cet événement? Comment je peux devenir meilleur suite à cet événement? Comment cet échec peut me rendre plus fort? Qu'est-ce que je ne ferai pas la prochaine fois? Quand on vit sa vie en mode croissance et amélioration, on devient notre meilleure version. Le but n'est pas d'accabler les autres, le but n'est pas d'accabler la chance, le but n'est pas de s'accabler soi-même. Qu'est-ce que je peux apprendre? Il faut se détacher de la situation, prendre une situation qui est arrivée, en sortir meilleur en apprenant. Magnifique, magnifique ce que vous dites, j'adore M. Mohamed Menjra. Quand il y a un événement, on va dire, qui se passe, arrêtez de chercher les raisons. Plutôt se focaliser sur les solutions. Mais on le voit aussi au quotidien, M. Mohamed Menjra. On le voit même professionnellement, dans les relations amicales et tout. Quand il y a un tout petit souci, on commence directement à aller chercher le responsable. C'est un peu avoir un comportement toxique. Oui, parce que c'est très facile de blâmer les autres, c'est très facile de blâmer le destin, c'est très facile de blâmer la vie. Comme ça, on a quelqu'un sur qui on peut reporter notre échec. Le but n'est pas de reporter votre échec sur quelqu'un d'autre, le but est de devenir meilleur. Il ne faut pas chercher le coupable, il faut chercher les leçons, il faut chercher l'apprentissage, il faut chercher la situation qui va vous permettre de dire, voilà, la prochaine fois quand tu feras ce projet, la prochaine fois quand tu auras un emploi, la prochaine fois quand tu seras dans une relation, voilà comment tu dois te comporter. Et quand on s'améliore, on a des vies extraordinaires. On doit toujours vivre en mode croissance.
Nous sommes des cellules, nous sommes des entités biologiques, nous sommes des entités vivantes. On doit grandir, on doit s'améliorer. C'est comme ça qu'on doit gérer notre vie et non pas commencer à chercher les coupables. Ne pas se poser la question, c'est la faute à qui, mais plutôt, on va dire, en tirer les leçons. Magnifique ce que vous dites, Monsieur Mohamed Menjra. J'ai encore beaucoup de questions, mais si vous permettez, je vais devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed Menjra, spécialiste en transformation rapide. Comment se reconstruire après un échec financier? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Rebonjour Monsieur Mohamed Menjra. Bonjour Manel. Alors, j'ai reçu un SMS, c'est aussi une question que j'avais prévu de vous poser. Salam, bonjour, comment peut-on aider la personne qui a eu un échec financier dans la famille? Donc, magnifique, ça part d'une bonne intention, c'est aider l'autre. Monsieur Mohamed Menjra, le premier réflexe à avoir face à quelqu'un qui est en train de vivre un échec financier, que lui dire? Il faut tout faire pour lui redonner confiance en lui. Il faut tout faire pour lui montrer que c'est momentané. Il faut tout faire pour lui montrer que c'était quelque chose qui arrive à tout le monde. Il faut en quelque sorte l'aider à banaliser ce qui lui est arrivé, même si ce n'est pas banal et c'est difficile. Il faut qu'il comprenne que c'est un événement comme parmi tous les événements de la vie. Et que dès que l'on sait, parce que qu'est-ce qui fait mal? Quand on a un échec financier, on croit que c'est la fin du monde. Et quand on croit que c'est la fin du monde, on perd foi en l'avenir. Il faut tout de suite le recadrer et pour l'aider à revivre. La deuxième chose qui est absolument essentielle, c'est constituer un tissu social autour de cette personne et ne surtout pas la laisser s'isoler. C'est ça le plus grand danger. Quand on laisse la personne s'isoler, elle rumine dans sa tête, elle se dit des choses et certaines pensées peuvent être très négatives. Et ça, il ne faut absolument pas la laisser faire. D'accord. Monsieur Mohamed Menjra, une auditrice aussi sur Instagram qui me demande de ne pas citer son prénom. Elle parle de son mari qui a perdu son travail. Elle dit il est devenu agressif. Que faire? Il est agressif parce qu'il a très mal. Il est agressif parce qu'il souffre. Il faut être patient. Il faut l'encourager. C'est une période difficile, il faut s'accrocher. Il n'y a pas d'autre chose à dire, surtout dans cette période de pandémie. On voit tellement de commerces, on voit tellement d'entreprises qui échouent, des licenciements. C'est très dur, mais il faut s'accrocher. Et dans quelques années, ça sera de l'histoire ancienne. Donc tout ce qu'on peut lui dire à cette auditrice, c'est de rester patiente, tout simplement. Patiente, prendre soin de la personne, lui donner confiance en elle, pour que la personne... Il faut maintenir la confiance en soi. Parce que quand on a un échec financier, la première chose qui part, c'est la confiance en soi. D'accord. Mais on ne parle pas... Elle dit agressivité, je ne sais pas si elle parle d'agression physique. Ligne rouge, Monsieur Mohamed Menjra. Absolument. Zéro tolérance pour la physique. Pour la violence physique, on est d'accord. Pour la violence physique. Monsieur Mohamed Menjra aussi, un auditeur. J'ai 35 ans, je suis seul, malheureux, démotivé, compte en banque vide. 35 ans, Monsieur Mohamed Menjra, c'est ce que je disais sur ma story en annonçant l'émission. La société, il y a aussi cette pression de société, c'est-à-dire elle nous dicte certaines, on va dire, phases de la vie. À telle phase, on doit déjà avoir une maison, un mari, peut-être une voiture, déjà un travail, un CDI, un projet. Cette pression sociale, Monsieur Mohamed Menjra, on dirait que la vie est une liste de courses qu'on doit valider. Qu'est-ce que vous en pensez? 35 ans, pour moi, c'est jeune, même 40, même 50, même 60 ans, ce n'est jamais tard. L'âge, c'est quelque chose qui est administratif, c'est comme ça que vous devez le voir. 30, 40, 50, comme tu as dit, c'est un âge, c'est juste quelque chose que l'on a calculé. Le plus important, c'est de vous dire quel est votre projet, quelle est votre ambition. Je dirais à cette personne qui a 35 ans, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu as envie de faire? Il n'est jamais trop tard. On a vu des gens qui ont réussi à tout âge, qui ont fait des choses extraordinaires à tout âge. Donc la question, c'est pas pourquoi tu as des problèmes, comment ça se fait que tu n'as pas ça à ton âge. C'est de comprendre qu'il faut poser les bonnes questions. Les gens, souvent, ils n'avancent pas parce qu'ils se posent les mauvaises questions. Ils sont trop dans le passé, ils sont trop dans la généralisation, ils sont trop dans le jugement.
envers eux-mêmes et envers les autres, ils s'accablent. Et bien sûr, quand on passe son temps à se poser les mauvaises questions et avoir les mauvais réflexes, on ne va pas pouvoir aller de l'avant. La très bonne question, c'est qu'est-ce que je peux faire différemment? Parce que ça aussi, c'est une question que les gens n'aiment pas se poser. Si je fais quelque chose et je vois que le résultat n'est pas conforme à mes attentes, ça veut dire que ce que je fais ne marche pas. Donc, il faut aller chercher de l'aide, il faut chercher du conseil, il faut demander un avis à des gens qui, eux, ont réussi à leur façon et qui peuvent vous apporter un bon conseil et vous dire qu'est-ce que je dois faire différemment. Mais on ne peut pas rester en train de continuer à faire les mêmes choses et souhaiter que soudainement, sa vie va changer. Non. Donc, il faut se remettre en question. Se remettre en question, c'est changer des choses que l'on fait. Et pourquoi changer ces choses? Parce que ces choses ne marchent pas. Et aujourd'hui, en 2021 et pour les années à venir, la capacité de changer, la capacité de se réinventer, la capacité de se recréer, de faire des choses différentes, va devenir de plus en plus cruciale. Magnifique ce que vous dites, Monsieur Mohamed Menjra, ne pas s'attendre même à un résultat différent. Si on fait les choses de la même façon, savoir se remettre en question, c'est aussi une forme d'intelligence. Magnifique. Ouais. Donc cette auditrice, elle a réagi, Monsieur Mohamed Menjra, elle dit oui, il y a violence physique. Alors ici, entre le soutenir, être derrière lui, essayer, on va dire, de le pousser vers l'avant et la violence physique, vous êtes contre les pauses en couple, faire une pause. Une fois dans cette émission, Monsieur Mohamed Menjra, je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes pour ou contre les pauses, faire une pause dans les couples? Est-ce ici on peut parler de pause, le laisser tranquille pendant quelques temps, le temps qu'il se reconstruit, parce qu'apparemment il devient violent avec elle? On peut le laisser tranquille. Moi, je disais qu'il ne faut pas faire de pause, genre moi je vais aller voir quelqu'un à gauche, toi tu vas voir quelqu'un à droite et après on se retrouve. C'est ça dont je suis contre. Mais si cette personne effectivement est très mal et qui décide d'aller habiter chez sa mère pendant peut-être quelques semaines, le temps de se calmer, ça c'est compréhensible. Parce qu'il y a une raison valable. Là, c'est pas juste le plaisir d'aller découvrir et de rencontrer de nouvelles personnes. Là, cette personne est en souffrance. Est-ce que vraiment... Mais je ne suis pas convaincu que laisser la personne toute seule va résoudre les problèmes. J'en suis pas du tout convaincu. Au contraire, il faut bousculer la personne et en parallèle apporter un tissu autour de cette personne, un tissu social qui va lui donner de l'amour, de la confiance, de l'estime, du partage, pour que cette personne puisse se reconstruire. Mais laisser la personne toute seule, donner de la distance à la personne, je ne suis pas convaincu que ça va l'aider. D'accord, donc il y a violence physique, elle reste quand même, elle le soutient quand même jusqu'au bout, c'est ça? Violence physique, là, quand tu dis cette phrase, moi je suis pas bien. C'est ce qu'elle dit en fait. En fait, ce que j'essaye, c'est juste un petit conseil ou suggestion pour cette auditrice. Violence physique, si c'est arrivé une fois, est-ce qu'il s'est excusé? Est-ce que ça n'est pas arrivé? Quelque chose qui est répétitif? Zéro, non. On ne peut pas, parce que la violence physique, quand on commence à trouver des raisons, on va l'accepter. C'est pour ça qu'il faut avoir zéro tolérance. Aujourd'hui, on a la violence physique parce qu'on a perdu notre travail. Aujourd'hui, on a la violence physique parce qu'on n'est pas bien. Aujourd'hui, on a la violence physique. Si on accepte la violence physique dans un couple, on va toujours trouver des raisons pour. Moi, je dis, il ne faut rien accepter. Donc, il ne faut rien accepter. Ah non, qu'il ne soit pas bien, qu'il soit malheureux, qu'il soit grincheux, qu'il soit difficile à vivre, qu'il soit colérique, qu'il s'énerve, qu'il casse la vaisselle, tout ça, on n'en a rien à foutre. Mais la violence physique envers un conjoint, moi, c'est mon avis, zéro tolérance. Zéro tolérance. Donc, en quelque sorte, vous êtes aussi en train de la pousser à réfléchir. La solution est en elle. C'est à elle de savoir ce qu'elle doit faire de sa vie. Voilà, Monsieur Mohamed Menjra, encore quelques minutes. Un SMS en plein héritage. Je suis triste de voir que ma famille se décompose, se déchire. J'ai essayé de les recadrer et les réunir comme du temps de ma maman, la yarhama. Que puis-je encore faire sans pour autant y laisser ma santé? Elle dit, Monsieur Mohamed Menjra. Peut-être aussi hors sujet, mais si vous avez un conseil à donner à cette personne. Quand il y a des périodes d'héritage, tout le monde change. Le frère, il adore la sœur, et quand il y a l'argent, le frère, il adore l'argent, et la sœur, elle adore l'argent. C'est triste comme ça, c'est des choses qui arrivent. Et vous dire que vous ne pouvez pas tout contrôler, que cette personne fasse de son mieux, que cette personne fasse le nécessaire pour honorer la mémoire de la mère qui est décédée.
mais vous faites de votre mieux. Si vous avez un frère ou une sœur qui ne veulent pas bien se comporter, ben c'est leur affaire, c'est tout. Et ça sera leur perte. Parce que la chose la plus précieuse que laissent les parents, c'est l'amour entre les frères et sœurs. L'argent, il va partir, il va être dépensé, mais ce qui reste et qui a de la valeur et qu'on ne peut pas reconstruire, on peut pas acheter un frère, on ne peut pas acheter une sœur. Donc la relation entre les frères et sœurs, c'est la chose la plus précieuse au monde. Donc elle dit, autant y laisser ma santé. Est-ce qu'elle peut, au lieu d'intervenir, faire appel à un médiateur externe? Des fois, la solution, elle est très simple. Un médiateur, un médiateur, un conseiller, quelqu'un, un membre de la famille, un membre loin de la famille, quelqu'un que, par exemple, la mère appréciait, oui, pour pouvoir calmer les choses, mais il n'y a aucune raison pour y laisser la santé, parce qu'il faut se détacher en disant, vous faites de votre mieux. Voilà. Se détacher, faire appel à un médiateur externe, peut-être qu'il trouvera la solution, s'asseoir autour d'une table et arrêter les blabla, l'autre il m'a dit. Des fois, rien qu'avec ça, on peut empirer les choses. Monsieur Mohamed Menjra, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie du fond du cœur, mais la suite du sujet mardi prochain, parce que je n'ai pas encore posé toutes mes questions, si vous permettez. Avec le plus grand plaisir et à mardi prochain. Merci très bonne beaucoup. journée. Merci très chers auditeurs. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.